En l'an 65, l'Empire romain était tenu en otage non pas par une armée étrangère, mais par le chagrin d'un seul homme, un empereur dont la douleur était aussi absolue que son pouvoir. Néron, ayant perdu sa femme Popée Sabine, plongea dans une folie qui cherchait à défier la mort elle-même. Sa solution ne fut pas celle de la vénération mais de la reconstruction, un projet horrible né de l'obsession. Il trouva un jeune garçon nommé Sporus, dont la ressemblance troublante avec l'impératrice défunte allait sceller son destin. Ceci n'est pas seulement l'histoire du deuil d'un tyran, c'est le récit de la façon dont ce deuil devint un acte de création monstrueux, comment le désir d'un empereur le mena à ordonner la lame, à castrer un garçon et à le forger en reine. En l'an 65, un silence s'abattit sur le cœur du monde, une terreur tranquille qui émanait du mont Palatin et se déposait comme un linceul sur les 7 collines de Rome. Ce n'était pas le silence de la paix, mais l'immobilité chargée qui précède une tempête, car l'esprit de l'Empire, l'empereur Néron, se fracturait sous le poids d'un chagrin profond et venimeux. Son impératrice, la belle Popée Sabine, était morte, et avec sa mort, la dernière et fragile retenue sur la folie naissante de l'empereur semblait s'être réduite en poussière. Le chagrin de cet homme n'était pas une affaire privée, c'était une contagion, une maladie insidieuse qui infectait les pierres mêmes de sa maison dorée. Il ordonna des funérailles d'une dépense si impossible et d'un rituel si ésotérique qu'elle ne témoignait pas d'amour mais d'un déni de la réalité désespérée et théâtrale, comme si la seule force de sa volonté impériale pouvait inverser le fait immuable de son absence. Mais lorsque les bûchers se refroidirent et que les lamentations publiques s'estompèrent, l'obsession de l'empereur ne fit que s'approfondir, s'envenimant dans les salles dorées de son palais. Il errait dans des pièces qui résonnaient de son souvenir, son chagrin se tordant d'une complainte en un besoin furieux et pathologique de récupérer ce qu'il avait perdu. C'est dans les affres de cette douleur en décomposition que ses yeux, balayant la mer infinie de visages qui composaient sa cour, trouvèrent leur point d'ancrage. C'était un garçon, un jeune homme nommé Sporus, une note de bas de page dans l'immense bureaucratie impériale, jusqu'à ce moment fatidique. Car dans la courbe de la joue du garçon, l'arc de son sourcil, le dessin délicat de sa bouche, Néron ne vit pas une personne, mais un fantôme. Il vit Popée. Cette ressemblance ne fut pas un réconfort, ce fut un catalyseur, une étincelle qui alluma une idée monstrueuse et sans précédent dans l'esprit de l'empereur. Un plan commença à se former, né non pas de la passion, mais d'une logique glaciale et perverse. S'il ne pouvait ramener la morte à la vie, il la recréerait. Il prendrait cette argile vivante et la remodelerait à son image. L'ordre, lorsqu'il fut finalement donné, était simple, clinique et absolu. Un ordre qui défiait la nature et les dieux eux-mêmes. Le garçon Sporus devait être défait, sa virilité arrachée à son corps par la lame d'un chirurgien, afin que du tissu cicatriciel de cette mutilation, Néron puisse se sculpter une reine. Pour véritablement comprendre la création grotesque d'une impératrice à partir de la chair d'un garçon, il faut d'abord disséquer l'esprit du créateur, car Néron n'était pas simplement un homme, mais un maelstrom d'appétits contradictoires et voraces logés dans une seule forme déifiée. Il était l'artiste-dieu, un interprète qui voyait l'Empire romain tout entier comme son public captif, forcé d'applaudir chacun de ses vers médiocres et chaque pincement maladroit de sa cithare. Cette prétention artistique n'était pas un simple passe-temps, c'était un aspect fondamental et dévorant de son être, un besoin désespéré d'adoration qui se mua en tyrannie face à l'indifférence stoïque de l'aristocratie romaine. Il convoitait l'adulation des Grecs, dont il fétichisait la culture, et méprisait la gravité martiale de son propre peuple, forçant les sénateurs à assister pendant des heures à ses récitals, leur visage de pierre témoignant du pouvoir suffocant qu'il exerçait. Pourtant, sous ce vernis de poète sensible se cachait un abîme de paranoïa profonde et sans fond, une peur rongeante de la trahison qui voyait des ennemis dans sa propre ombre et des assassins dans le regard aimant de sa famille. C'est cette peur qui le poussa à la transgression ultime, le meurtre de sa propre mère, Agrippine, un crime si monstrueux qu'on disait qu'il hantait ses nuits d'esprit vengeur. C'est la même paranoïa glaciale qui le conduisit à répudier et à exécuter sa première femme, la bien-aimée Octavie, et à ordonner la mort de son propre tuteur, le philosophe Sénèque. Chaque bain de sang était une tentative désespérée de couper les fils de l'influence, de devenir une entité à part entière, détachée de toute loyauté ou de tout amour. Lorsque cet égo d'artiste et cette terreur de meurtrier fusionnèrent avec le pouvoir absolu et incontestable d'un empereur romain,
Le résultat fut une bête dont chaque caprice était un tremblement de terre potentiel. Il n'y avait aucune distinction entre le personnel et le politique. Son état émotionnel était l'état de l'Empire. Un accès de dépit pouvait mener à une accusation de trahison. Une lueur d'insécurité pouvait signer un arrêt de mort et une vague de chagrin pathologique, comme le monde allait en être témoin, pouvait ordonner aux lois mêmes de la nature de se plier à sa volonté, plongeant l'Empire dans une crise née non pas de la guerre ou de la famine, mais du cœur brisé d'un seul homme terrifiant. Le vide que Néron cherchait à combler avec le corps mutilé d'un garçon n'avait pas été laissé par une femme ordinaire. C'était un gouffre ouvert par la perte de Poppée Sabine, une figure qui était moins une personne qu'un instrument parfait et étincelant d'ambition et de pouvoir. Elle entra dans la vie de l'empereur non par hasard, mais par calcul, une créature d'une beauté si calculée et légendaire qu'elle semblait presque une apparition surnaturelle. Les auteurs anciens parlaient d'elle avec une sorte d'admiration teintée de ressentiment, décrivant la qualité lumineuse de sa peau, qu'elle préservait notoirement dans des bains de lait d'ânesse, et ses cheveux exquis couleur d'ambre, que son mari empereur louait dans des poèmes flatteurs. Mais sa perfection physique n'était que le fourreau doré d'un esprit aussi vif et impitoyable que n'importe quel poignard de la garde prétorienne. Poppée était une politicienne de premier ordre, une maîtresse de l'insinuation murmurée et de l'accusation opportune, qui comprenait que dans la cour de Néron, l'influence était la seule véritable monnaie. Elle vit dans l'empereur instable et narcissique non pas un mari, mais un trône, et elle jouait de ses vanités et de ses peurs avec l'habileté d'un maître musicien. C'est sa voix qui le convainquit de répudier la noble et populaire Octavie, fille d'un empereur précédent, et de la faire exiler puis exécuter. C'est probablement son influence qui renforça la résolution de Néron à commettre l'acte impensable de matricide contre la dominatrice Agrippine. Poppée isola systématiquement Néron, coupant ses liens avec sa famille et ses conseillers jusqu'à ce qu'elle soit le seul murmure à son oreille, le seul reflet auquel il faisait confiance. Elle devint le centre irremplaçable de son monde, une partenaire politique qui se complaisait dans ses fantaisies artistiques tout en guidant son pragmatisme meurtrier. Elle était la seule personne qui non seulement tolérait sa double nature d'artiste et de tyran, mais la célébrait activement, car dans son pouvoir absolu, elle trouvait le sien. Sa mort ne fut donc pas simplement la perte d'une épouse. Ce fut l'effondrement de l'architecture même, du règne de Néron et de sa propre psyché. Il avait perdu sa muse, sa co-conspiratrice, son point d'ancrage, et le seul miroir validant son ego fragile et monumental, créant un vide si profond que seul l'acte de recréation le plus extrême et le plus désespéré pouvait commencer à le combler. La fin de leur union, un partenariat forgé dans la conspiration et l'ambition, ne vint pas avec la lente décomposition de l'affection ou un divorce politique calculé, mais dans une soudaine et volcanique éruption de violence qui exposa la véritable horreur qui se cachait sous la façade impériale de Néron. L'histoire, écrite par des hommes qui le méprisaient, murmure un récit unique et brutal, un compte-rendu auquel le chroniqueur Suétone a donné sa forme la plus viscérale. La scène est privée, loin de l'adulation forcée des masses et de la servilité grimaçante du Sénat, un moment de friction domestique dans la cage dorée du palais. La cause était d'une trivialité stupéfiante. L'empereur était rentré tard des courses de chars, l'esprit encore bourdonnant du rugissement de la foule, et Poppée, enceinte de son héritier et peu, être enhardie par l'emprise absolue qu'elle avait sur lui, osa le réprimander. Ces mots, probablement vifs et empreints du mépris désinvolte de la familiarité, frappèrent la seule chose plus fragile que son propre corps, l'ego monumental de Néron. À cet instant, l'artiste, le dieu et l'empereur disparurent, remplacés par un roi enfant pétulant consumé par une vague de rage incandescente. Il n'y eut aucune pensée, aucun calcul, seulement une fureur primale et réflexe. Il se jeta, non pas avec une arme, mais avec son propre corps, et asséna un coup de pied sauvage à son abdomen. C'était un acte de violence irréfléchi et brutal, un caprice de palefrenier exécuté par le maître du monde connu, et il fut fatal. Les suites immédiates furent un silence assourdissant, la rage s'évaporant aussi vite qu'elle s'était formée, laissant derrière elle une horreur glaciale et cristalline. Alors que Poppée s'effondrait, tout le poids de son action s'abattit sur lui, la mort de son impératrice et de son enfant, à naître étant une conséquence directe et indéniable de sa propre colère incontrôlable. L'homme qui avait assassiné sa mère et sa première femme sans sourciller aurait été complètement anéanti, non par la culpabilité ou le remords, mais par la terreur soudaine et égoïste de sa propre perte. Le miroir irremplaçable de sa propre grandeur était brisé,
et c'était lui qui avait manié le marteau, créant une blessure si profonde et si absolue qu'aucun deuil normal ne pourrait jamais espérer la combler. C'est en ce moment de prise de conscience macabre, agenouillé à côté de la femme qu'il venait de tuer, que les graines de sa prochaine grande folie commencèrent à germer. Le raz-de-marée d'horreur qui déferla dans l'esprit de l'empereur ne se retira pas dans une contemplation silencieuse ou un remords privé. Au contraire, il déferla vers l'extérieur, noyant l'État romain tout entier dans une performance forcée et suffocante de son agonie personnelle. La ville elle-même devint un théâtre pour son chagrin, ses citoyens contraints d'assister à un spectacle de deuil si extravagant qu'il frisait le sacrilège. Les funérailles de Poppée furent un acte de défi impérial contre la finalité de la mort. Rejetant la solennelle tradition romaine de la crémation, Néron ordonna que son corps soit préservé, embaumé avec un océan d'épices coûteuses et déposé dans une tombe tel un pharaon étranger, une tentative désespérée de soustraire le réceptacle de sa beauté aux griffes de la décomposition. L'historien Pline affirmerait plus tard que plus d'encens fut brûlé à ses funérailles que l'Arabie ne pouvait en produire en une année entière, un brouillard de chagrin épais et doux qui étouffait la capitale et annonçait au monde que la douleur de l'empereur était une force tangible et élémentaire. Depuis la tribune publique du Forum, Néron prononça lui-même l'éloge funèbre, sa voix, habituellement réservée au chant et à la poésie, se brisant maintenant en sanglots théâtraux, tandis qu'il louait la beauté divine et les vertus de la femme qu'il avait personnellement fait disparaître de ce monde. Mais cette performance grotesque n'était que le prélude à son acte de déni ultime. Il contraignit le Sénat, intimidé et docile, à la déifier officiellement, à déclarer Diva Poppaea Augusta déesse parmi les immortels. Un temple fut décrété, des prêtres furent nommés, et toute la machinerie de l'État fut réorganisée pour soutenir la fiction qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle était simplement montée au ciel. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la folie, un refus furieux et pathologique d'accepter la réalité, où l'empereur utilisait son pouvoir absolu pour imposer son délire personnel à un empire. Il ne cherchait pas à pleurer sa perte, mais à l'effacer, à élever Poppée à un plan divin où elle pourrait être vénérée et, dans son esprit, peut être même récupérée. Cette déification frénétique ne mit pas fin à son deuil. Elle fut le fondement terrifiant de son prochain acte de résurrection, bien plus monstrueux. Les temples érigés à la nouvelle déesse restaient froids et silencieux, l'odeur de l'encens d'une année s'étant depuis longtemps dissipée dans l'air romain, ne laissant derrière elle que le fantôme d'un souvenir. Pour Néron, la grande déification de Poppée s'était avérée être un réconfort creux, un spectacle public qui ne faisait rien pour apaiser le vide hurlant qu'elle avait laissé dans son monde privé. Le chagrin, ayant épuisé ses exutoires théâtraux, ne recula pas, il muta. D'un chagrin tourné vers le passé, il se transforma en une obsession prédatrice tournée vers l'avenir, un besoin frénétique non seulement de se souvenir de son impératrice perdue, mais de la ressusciter physiquement. C'est ainsi que commença la quête d'un fantôme par l'empereur, une quête glaciale et désespérée qui propagea des vagues de malaise dans toute la cour impériale. Son regard impérial, autrefois voilé de deuil, s'aiguisa maintenant d'une intensité maniaque et scrutatrice. Il balayait les visages de sa cour non pas pour l'intelligence, la loyauté ou l'avantage politique, mais pour un unique et obsédant écho d'un visage qu'il ne pourrait jamais oublier. Ce n'était pas la recherche d'une nouvelle épouse, car les filles de sénateurs avec leurs propres ambitions et identités lui étaient inutiles. Il lui fallait un réceptacle, une toile de chair vierge sur laquelle il pourrait projeter le souvenir de sa reine morte. Chaque courtisan, chaque serviteur, chaque esclave qui passait devant lui était soumis à cet audit silencieux et troublant, leurs traits mesurés à l'aune du modèle parfait de Poppée enfermé dans son esprit. La chasse se poursuivit, une folie silencieuse et méthodique, jusqu'à ce qu'un jour, elle s'arrête. Le regard de l'empereur, balayant une mer de figures sans importance, trouva enfin son point d'ancrage. C'était un jeune homme nommé Sporus, un affranchi de peu d'importance, un garçon dont la vie s'était entièrement déroulée dans la vaste et anonyme machinerie du palais. Mais son anonymat fut brisé en cet instant, car dans l'architecture délicate de son visage, Néron la vit. C'était là, dans la courbe de sa joue, la ligne douce de sa mâchoire, la forme de ses yeux. Il l'avait trouvé. Il avait trouvé son fantôme en chair et en os, un écho vivant et respirant de la défunte Poppée. En ce moment de reconnaissance glaciale, la recherche était terminée, et la véritable horreur n'allait pas tarder à commencer. Ce fut un moment suspendu dans le temps, une pause infinitésimale, dans la machinerie implacable de la cour impériale qui fut, pour un jeune homme,
l'instant même où sa vie cessa de lui appartenir. Pour Sporus, ce ne fut rien de plus qu'un vacillement du regard de l'empereur, une ombre passagère d'attention qui l'écarta probablement aussi vite qu'elle était venue, mais pour Néron, ce fut un cataclysme. La recherche frénétique et désespérée avait pris fin, et le fantôme qu'il avait pourchassé dans les couloirs de son propre esprit se matérialisa soudainement en chair et en os devant lui. La ressemblance n'était pas simplement suggestive, c'était une superposition stupéfiante, presque parfaite, de la morte sur le vivant, un miracle biologique que son esprit tourmenté par le chagrin interpréta immédiatement comme un présage divin. C'était dans la peau pâle et lisse du garçon, si réminiscente du teint lumineux que Poppée avait cultivé avec ses fameux bains de lait. C'était dans la courbe douce, presque féminine, de sa mâchoire et la structure délicate de son visage, qui manquait des angles durs et martiaux d'un homme romain typique. Surtout, c'était dans les yeux, grands et possédant une certaine profondeur liquide, qui semblait à Néron un miroir parfait du regard qui lui avait si désespérément manqué. À cet instant, l'esprit obsessionnel de l'empereur commença son œuvre horrible, dépouillant mentalement le garçon de sa masculinité naissante, excisant tout détail qui ne se conformait pas au modèle de son amour perdu. Il ne voyait pas Sporus, le jeune affranchi. Il voyait le fantôme de Poppée, non pas comme la femme ambitieuse et rusée qu'elle était devenue, mais comme une version plus pure, plus malléable, un écho de sa jeunesse. Ce n'était pas une personne qui se tenait devant lui, c'était de la matière brute. C'était un réceptacle parfait et vide, attendant d'être rempli de l'esprit de son impératrice déifiée. Et dans le calcul froid de l'obsession de Néron, cette ressemblance troublante était à la fois un miracle et une condamnation à mort. Le visage du garçon était sa condamnation, un hasard de la génétique qui avait scellé son destin plus sûrement que n'importe quel décret de juge. La quête de l'empereur était terminée, et un verdict avait été rendu dans le tribunal silencieux de son esprit. Sporus devait être possédé, préservé et perfectionné. Son identité devait être anéantie pour que celle de Poppée puisse renaître. La transition de la reconnaissance à la résolution dans l'esprit de l'empereur fut instantanée, une fusion parfaite de la découverte et de l'intention. Le moment où les yeux de Néron se posèrent sur Sporus fut le même moment où le destin du garçon fut irrévocablement décrété, car dans le paysage du pouvoir absolu de Néron, il n'y avait aucune distance entre un désir et son exécution. Le plan horrible de défaire le garçon et de forger une reine ne nécessita pas une longue contemplation ou une lutte de conscience, c'était simplement la prochaine étape logique dans le projet de deuil dévorant de l'empereur. L'ordre lui-même, lorsqu'il vint, ne fut pas donné dans une tempête de passion ou un accès de rage théâtrale. Ce fut un décret calme, clinique et terriblement banal, une tâche administrative sur l'emploi du temps de l'empereur. Il convoqua ses médecins, les praticiens de la lame les plus habiles de Rome, dans une chambre privée, leurs visages des masques impassibles de déférence professionnelle. Là, entouré de cartes et de parchemins, dans une pièce où les affaires d'État et les campagnes militaires étaient décidées, Néron exposa ses instructions. Son ton n'était pas celui d'un mari en deuil, mais d'un ingénieur discutant d'une pièce de machinerie complexe. Il parla de la procédure avec un détachement glacial, utilisant un langage précis et technique pour décrire l'excision qu'il exigeait, l'altération permanente du corps du garçon pour arrêter sa masculinité et préserver les qualités douces et féminines qui lui rappelaient tant Poppée. C'était l'expression ultime de la tyrannie, un pouvoir qui s'étendait au-delà de la simple prise d'une vie et jusqu'à la trame même de l'être d'une personne. C'était une déclaration que la volonté de l'empereur était une force supérieure à la nature, qu'il pouvait commander à un homme d'être défait et refait selon ses propres préférences esthétiques. La violence brutale et destructrice de l'acte était aseptisée par le langage froid et procédural de l'ordre. C'était une tâche à accomplir, un problème à résoudre. Il n'y eut aucun argument, aucune lueur de protestation de la part des hommes qui reçurent l'ordre. Ils n'étaient que des instruments de la volonté impériale, leur connaissance médicale n'étant qu'un autre outil dans l'arsenal de l'empereur. Le décret fut donné, les médecins s'inclinèrent et partirent, et le sort de Sporus fut scellé, non pas par un cri, mais par un murmure calme et bureaucratique qui le condamnait à un destin bien plus étrange et terrifiant qu'une simple mort. Le décret, une fois murmuré dans le calme du bureau de l'empereur, fut rapidement exécuté avec l'efficacité froide de l'État, et pour Sporus, le monde se dissolut en un rêve fiévreux de douleur et de désorientation. La violence initiale de la lame ne fut cependant qu'un prologue grossier à une forme de destruction bien plus insidieuse et méticuleuse.
Une fois que la blessure physique commença à guérir, l'effacement systématique de son âme commença. Il fut arraché des coins anonymes et sombres du palais et jeté dans la lumière aveuglante des appartements impériaux, occupant les pièces mêmes qui portaient encore l'odeur persistante des parfums coûteux de Popée. Ses tuniques grossières furent brûlées, remplacées par une avalanche suffocante de soie fine, de broderies complexes et des tissus incroyablement doux réservés à l'impératrice. Chaque matin était un rituel de déconstruction, alors qu'une équipe d'anciennes servantes et stylistes de Popée fondait sur lui, leurs mains travaillant avec une expertise impersonnelle pour façonner une effigie vivante. Elle lui poudrait le visage et lui mettait du col, drapait son cou et ses poignets de l'or lourd et des perles de la défunte, et arrangeait ses cheveux dans les coiffures élaborées qu'elle avait favorisées. Il n'était plus Sporus. Il était une poupée à habiller, une toile à peindre. Chacun de ses mouvements était scruté et corrigé. On lui apprit à marcher d'une démarche plus délicate, à adoucir le ton de sa voix, à tenir ses mains d'une certaine manière, à baisser les yeux avec une pudeur étudiée qui était une parodie grotesque de la vertu féminine. Chaque instinct naturel, chaque réflexe masculin fut rapidement et sévèrement réprimé. On le vidait de sa substance, jour après jour, sa propre identité étant érodée et remplacée par les manières et les ornements du fantôme qu'il était censé incarner. Le garçon qui avait autrefois existé était systématiquement enseveli vivant sous une montagne de soie, de bijoux et d'attentes écrasantes, son propre reflet dans les miroirs polis devenant celui d'un étranger décoré, une marionnette hantée dont les ficelles étaient tenues par le caprice d'un tyran monstrueux et endeuillé. Il ne s'agissait pas de créer un compagnon, il s'agissait de parvenir à un réceptacle parfait et sans âme, et la transformation ne faisait que commencer. La grande tournée de l'empereur en Grèce en l'an 67 fut le projet de vanité ultime, un spectacle itinérant d'auto-glorification où Néron, l'artiste-dieu, collectionnait les couronnes dans chaque compétition musicale et théâtrale, les résultats étant prédéterminés par son immense pouvoir. C'est ici, sur la terre qu'il considérait comme son foyer spirituel, loin du jugement étouffant du Sénat romain, qu'il décida que sa création privée et monstrueuse était prête pour sa première apparition publique. Le démantèlement systématique de Sporus entre les murs du palais était achevé. Il était maintenant temps de formaliser le résultat, de transformer le fantasme grotesque en un fait public indéniable. Et ainsi, avec toute la solennité et le rituel d'une union légitime, Néron épousa le garçon qu'il avait défait. Dans une somptueuse villa, devant un public stupéfait de son cercle intime de sycophantes et de dignitaires grecs déconcertés, une cérémonie de mariage romaine traditionnelle fut organisée. Sporus, drapé dans les parures opulentes d'une mariée, fut conduit en avant, son visage maquillé dissimulé par le voile de couleur orange-feu, le flammeum, un symbole sacré de la modestie et de la dévotion d'une mariée, maintenant pervertie en un linceul pour une identité volée. Les aspects légaux de la cérémonie furent méticuleusement observés, une parodie horrifiante de la légitimité. Une dot fut officiellement présentée et documentée, faisant du garçon un consort riche à part entière. Des contrats furent signés et des vœux furent échangés. Les anciens mots d'engagement rendus vides de sens et obscènes par la nature des participants. Ce n'était pas une célébration de l'amour, mais une ratification publique du pouvoir de Néron sur la réalité elle-même, une déclaration qu'il pouvait non seulement plier mais briser les lois les plus fondamentales de la nature et de la société. La performance grotesque atteignit son apogée glacial avec l'acte final d'effacement. À la fin de la cérémonie, le garçon autrefois connu sous le nom de Sporus fut publiquement et formellement appelé par son nouveau nom, le nom de l'impératrice morte qu'il était forcé d'incarner. Il était désormais Sabina. L'ancien nom fut éteint, et avec lui le dernier fantôme de la personne qu'il avait été. La transformation était complète et juridiquement contraignante. Il était, aux yeux de l'empereur et de l'État terrifié, l'épouse de Néron, l'impératrice Sabina. Le succès de la première apparition de sa nouvelle épouse dans la sécurité relative de la Grèce enhardit l'empereur, attisant son désir d'une performance encore plus grande et plus audacieuse sur la scène la plus importante du monde. À son retour à Rome en l'an 68, Néron décida que sa capitale, le cœur même de l'Empire, devait non seulement être informé de sa nouvelle impératrice, mais être forcé de la célébrer. Ce qui suivit fut un spectacle d'une magnificence si stupéfiante et perverse qu'il se grava dans la mémoire de la ville, une cérémonie publique bien plus somptueuse et provocante que celle qui s'était tenue en Grèce. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une procession triomphale pour sa nouvelle création. Les rues de Rome reçurent l'ordre d'être remplies.
la populace sommée d'assister au cortège de sa nouvelle reine. Une litière magnifique, drapée de pourpre impériale et lourde d'or, fut portée à travers la ville, flanquée des figures imposantes de la garde prétorienne. À l'intérieur, voilée et parée des joyaux inestimables de la maison impériale, se tenait la figure silencieuse de Sporus, désormais universellement et exclusivement appelée Sabina. Il fut paradé à travers le Forum, devant les temples des anciens dieux et les monuments aux austères ancêtres de Rome, une profanation vivante et respirante sur roues. La ville regardait, une mer humaine en ébullition, saisie par un mélange de curiosité morbide, de terreur et d'applaudissements serviles. Voir les sénateurs romains et les aristocrates au visage sévère, les piliers de la société, forcés de baisser la tête et d'offrir leur allégeance à ce garçon l'impératrice maquillée, était la démonstration ultime du pouvoir de Néron. C'était un acte d'humiliation calculé, un message à ses ennemis qu'il n'y avait aucune tradition qu'il ne souillerait, aucune limite qu'il ne franchirait. Il ne se contentait pas de briser les règles, il réécrivait la définition même de la réalité et exigeait que le monde entier ratifie ces modifications. Au moment où la procession se conclut par un autre échange formel de vœux, solidifiant l'union au cœur même de Rome, la fiction était complète. Le garçon nommé Sporus était bel et bien mort, et à sa place siégeait l'impératrice Sabina, un monument public à la folie d'un seul homme et un symbole terrifiant d'un empire pris en otage par les caprices d'un unique et omnipotent tyran. Tandis que la grande procession de l'empereur avait réussi à commander la participation du public, elle avait totalement échoué à commander son respect, et dans les jours qui suivirent le spectacle obscène, un brouillard de mépris, toxique et invisible, s'installa sur Rome. Les applaudissements forcés et les acclamations imposées s'estompèrent, remplacés par le murmure dégoûté d'une ville, un chuchotement collectif qui serpentait dans les couloirs du pouvoir et les ruelles de la plèbe. Parmi la classe sénatoriale et les vieilles familles patriciennes, la réaction fut une fureur froide et silencieuse. Dans l'isolement de leur villa, ils voyaient le mariage de Néron avec un garçon castré, non pas simplement comme un acte de dépravation personnelle, mais comme une attaque délibérée et profonde contre le quamos maiorum, les traditions ancestrales sacrées qui formaient le fondement de l'identité romaine. C'était un sacrilège contre les dieux, une moquerie de l'institution du mariage, et une tâche impardonnable sur la dignité de l'État. Leur soumission extérieure n'était qu'un masque pour un ressentiment bouillonnant, un durcissement silencieux des cœurs qui commença à se transformer en dangereuse conspiration. Mais dans les tavernes, les thermes et les immeubles étouffants du peuple, cette horreur fermenta en un poison différent et plus puissant, le ridicule. Impuissants à défier ouvertement l'empereur, les gens maniaient la seule arme qui leur restait, la lame acérée de l'humour noir. C'est ainsi qu'une blague sinistre commença à circuler, transmise à voix basse d'une personne à l'autre, son esprit sombre se propageant comme une contagion. La plaisanterie, telle que rapportée par les historiens ultérieurs, était aussi simple que dévastatrice. Le monde aurait été meilleur, disait-on, si le propre père de Néron avait pris une telle épouse. La signification était sans équivoque et brutale. C'était un souhait de mort rétroactif, une aspiration à une histoire alternative où l'empereur monstrueux n'aurait jamais été conçu. C'était une blague qui portait en elle tout le poids de la haine d'une ville, transformant leur souverain d'une figure de peur en une figure de mépris pathétique et grotesque. Néron avait paradé son pouvoir aux yeux de tous, mais le rire silencieux qui le suivait était un présage bien plus inquiétant pour son avenir que n'importe quelle rébellion ouverte. Il était devenu une blague, et pour un tyran dont l'être tout entier reposait sur un besoin fragile et désespéré d'adoration, il n'y avait pas de destin plus dangereux. Le rire silencieux et venimeux qui avait empoisonné l'air de Rome était le symptôme d'une maladie qui éclata finalement en rébellion ouverte, non pas au cœur de la ville, mais dans ses membres éloignés. Le mépris que Néron avait si soigneusement cultivé avec ses spectacles grotesques porta enfin ses fruits amers au printemps de l'an 68, lorsque Caius Julius Vindex, le gouverneur de Gaule, leva l'étendard de la révolte. Ce fut le premier défi sérieux à l'autorité de l'empereur, une fissure dans la façade monolithique de son pouvoir. Bien que le soulèvement de Vindex fût finalement écrasé, le charme de l'invincibilité était rompu. Il avait montré au monde que la bête pouvait être blessée. Son défi inspira un autre gouverneur de province plus prudent, Servius Sulpicius Galba en Espagne, à appeler ses propres légions aux armes contre le tyran de Rome. Néron, enfermé dans sa capitale, accueillit d'abord la nouvelle avec une démonstration caractéristique de dédain arrogant, se vantant de mater la rébellion avec sa musique et son charme. Mais alors que ses yeux étaient tournés vers les provinces,
le coup mortel vint de sa propre maison. Le préfet du prétoire, Nymphidius Sabinus, un homme d'une immense ambition, vit son opportunité. Sentant le vent politique tourner, il entreprit de trahir son maître, promettant aux hommes de la garde prétorienne une fortune en or au nom de Galba. Les gardes du corps personnel de l'empereur, les hommes mêmes qui avaient juré de mourir pour lui, abandonnèrent simplement leur poste, désertant le palais et le laissant totalement sans défense. Une fois les prétoriens partis, le Sénat, qui avait tremblé devant Néron pendant plus d'une décennie, retrouva soudain son courage. Les sénateurs, dont beaucoup avaient personnellement souffert de ses caprices et vu leurs proches tomber victimes de sa paranoïa, se réunirent et, dans un élan d'audace retrouvé, déclarèrent Néron, hosti publicus, un ennemi de l'État. Le décret était un arrêt de mort, accordant à tout citoyen romain le droit de le tuer à vue. La nouvelle de cette trahison ultime parvint à l'empereur, et les derniers vestiges de son calme divin volèrent en éclats, révélant l'homme terrifié et pathétique qui se cachait en dessous. Abandonné, pourchassé et dépouillé de toute autorité, le maître du monde était maintenant un fugitif dans sa propre ville, forcé de fuir l'opulence de son palais à la faveur de la nuit, son esprit cherchant une issue qui n'existait plus. La fuite frénétique et ignominieuse du palais s'acheva dans une misérable villa de banlieue appartenant à son affranchi Phaon, une dernière scène sordide pour l'homme le plus puissant du monde. Ici, dans une petite pièce sombre, l'empereur qui avait commandé des légions et redessiné la réalité elle-même était réduit à un fugitif tremblant, les oreilles tendues pour surprendre le bruit des cavaliers qui approchaient pour l'exécuter. De tous les milliers de personnes qu'il avait flattées et profité de son règne, seule une poignée restait, un public pathétique pour sa dernière et désastreuse performance. Et parmi eux, une présence silencieuse et vigilante, se tenait Sporus. Sa loyauté, qu'elle soit née d'une affection tordue, d'une profonde dépendance ou de la simple terreur de n'avoir nulle part où aller, l'avait maintenu aux côtés de l'empereur alors que le monde l'abandonnait. Au fil des heures, le sang-froid de Néron se désintégra en un spectacle grotesque d'apitoiement et de lâcheté. Il ordonna qu'une tombe soit creusée dans le jardin, en spécifiant méticuleusement les dimensions, pleurant en commentant le fossé grossier que l'on préparait pour un artiste si sublime. Il arpentait la pièce, serrant un poignard mais manquant du courage de s'en servir, hurlant sa fameuse et pathétique complainte « Qualis artifex pereo » « Quel artiste périt en moi ?» Sa vie avait été sa plus grande œuvre d'art. Et maintenant, à son apogée, il avait oublié son texte et perdu son sang-froid. C'est dans cet état de paralysie complète, une parodie d'empereur, en sueur et en larmes, que ses yeux désespérés tombèrent sur le monument vivant de sa dernière grande obsession. Il se tourna vers Sporus, son Sabina, le garçon qu'il avait sculpté en reine, et dans un moment d'ironie suprême et pathétique, il le supplia d'offrir une dernière performance. Il implora Sporus de commencer les lamentations, d'entamer les pleurs rituels et les coups sur la poitrine, de mimer le deuil d'une mort que l'empereur lui-même était trop lâche pour provoquer. La créature née de son chagrin recevait maintenant l'ordre de pleurer son créateur, avant même qu'il ne soit mort, un dernier service pervers, exigé du garçon dont la propre vie avait été si totalement et complètement détruite pour satisfaire les caprices de l'artiste qui, maintenant, ne pouvait affronter son propre rideau final. Avec le dernier souffle du tyran exhalé dans l'air poussiéreux de la villa d'un affranchi, un chapitre bref et violent de l'histoire romaine se referma brusquement. Mais pour Sporus, le livre de sa propre horreur personnelle restait grand ouvert. La mort de Néron ne fut pas une libération, ce n'était qu'un transfert de propriété. Avant même que le corps de l'empereur ne soit froid, avant que la ville n'ait pleinement assimilé la chute de la dynastie julio-claudienne, Sporus fut revendiqué comme la propriété du vainqueur. Il fut immédiatement saisi par l'ambitieux préfet du prétoire, Nymphidius Sabinus, l'homme même dont les promesses perfides d'or avaient assuré la désertion de la garde prétorienne et scellé le sort de Néron. Nymphidius, brièvement l'homme le plus puissant d'une ville sombrant dans le chaos, se voyait comme l'héritier du statut de Néron, et dans son esprit, cet héritage incluait la possession la plus unique et la plus tristement célèbre de l'empereur. Posséder Sporus, c'était posséder un symbole vivant du pouvoir qu'il avait usurpé. Dans une répétition écœurante et sans imagination du passé, Nymphidius ne se contenta pas de prendre le garçon comme esclave ou butin de guerre. Il chercha à poursuivre la grotesque mascarade. Lui aussi tenta d'épouser Sporus, forçant le garçon, qui venait d'assister à la fin pathétique de son premier tortionnaire, dans les bras d'un nouveau. Le cycle de la maltraitance recommença, un sinistre écho du cauchemar qu'il pensait peu être terminé.
Dans une dernière et cruelle torsion du sort, Nymphidius se mit même à appeler le garçon Poppée, effaçant le personnage de Sabina que Néron avait façonné et démontrant avec une clarté glaciale que Sporus lui-même n'avait plus aucune identité. Il n'était qu'un rôle à jouer, un réceptacle à remplir avec le fantôme d'une femme morte, au gré de l'homme puissant qui tenait sa laisse. La mort de Néron ne l'avait pas libéré. Cela l'avait simplement remis sur le marché, un bel objet tragique destiné à passer d'un maître brutal à l'autre, son calvaire se poursuivant sans relâche tandis que Rome plongeait plus profondément dans le chaos sanglant de la guerre civile à venir. Les ambitions politiques brutales qui avaient défini la chute de Néron continuèrent de secouer Rome, et Nymphidius Sabinus, qui avait si impitoyablement trahi son maître, fut bientôt victime de sa propre démesure, assassiné par les gardes mêmes qu'il avait autrefois commandés. Pour Sporus, cette transition violente ne signifia rien pour sa liberté. Ce n'était que la mort d'un gardien, laissant le bien précieux sans propriétaire pour un court instant avant qu'une autre main ne s'étende inévitablement pour le réclamer. Son statut de trophée vivant, de butin unique et tragique d'un empire déchu, était désormais pleinement consolidé. Il fut transmis avec les palais impériaux, le trésor et les titres, un héritage humain d'une dynastie défunte. La main suivante à le saisir fut celle du nouvel empereur, Othon, un homme dont l'accession au trône était elle-même un écho sombre et pervers du propre passé de Sporus. Othon avait été l'un des plus proches compagnons de Néron, un partenaire dans ses débauches de jeunesse, et un homme qui comprenait intimement les goûts de l'empereur défunt. Mais l'ironie de cette nouvelle possession était d'une cruauté stupéfiante et romanesque, car Othon avait été le premier mari de la véritable Poppée Sabine, avant que Néron, dans son irrésistible ascension, ne la réclame pour lui-même. Maintenant, par le tour sanglant et chaotique du destin, Othon, ayant conspiré pour assassiner son prédécesseur Galba afin de devenir empereur, hérita du fantôme vivant, respirant et mutilé de l'épouse qui lui avait été volée des années auparavant. En prenant possession de Sporus, Othon se réappropriait un fantôme, s'adonnant à une nostalgie décadente pour sa propre jeunesse perdue et l'ami qu'il avait à la fois admiré et envié. Sporus n'était plus seulement le garçon l'impératrice. Il était une relique, un lien physique direct avec la gloire et la dépravation de la cour néronienne. Sous la garde d'Othon, il fut traité moins comme un conjoint que comme une curiosité précieuse et tragique, un autre bel objet dans la collection d'un empereur. Ce nouvel arrangement n'était qu'un autre type de cage, une cage dorée par la nostalgie et un passé partagé, mais une prison inéluctable néanmoins, garantissant que Sporus ne pourrait jamais échapper aux longues et obsédantes ombres de Néron et de la femme qu'il fut forcé de devenir. Le carrousel sanglant de l'an 69 continua de tourner, et le règne bref et décade d'Othon prit fin violemment sur les champs de bataille du nord de l'Italie. Vaincu par les légions aguerries du Rhin, Othon se suicida, et un nouveau maître, Aulus Vitellius, marcha sur Rome pour réclamer le trône. Ce n'était pas un dirigeant dans le moule du raffiné Othon ou de l'artistique Néron. Vitellius était un homme aux appétits grossiers, un glouton notoire dont la réputation de brutalité le précédait. Pour Sporus, qui avait maintenant été la propriété de 2 empereurs et d'un préfet ambitieux, ce changement de commandement marqua le début du chapitre final et le plus terrifiant de son calvaire. Vitellius, en prenant possession de la maison impériale, regarda la figure tragique de Sporus sans le désir obsessionnel de Néron ni la curiosité nostalgique d'Othon. Dans le garçon l'impératrice, il ne vit aucun fantôme d'un amour perdu, aucune relique poignante d'une époque révolue. Il ne vit qu'un monstre de foire, une curiosité notoire dont l'histoire pouvait être exploitée dans un nouveau but, singulièrement cruel. L'imagination de Vitellius n'était pas attirée par le théâtre privé de la chambre à coucher, mais par le théâtre public de l'arène. Cherchant à s'attirer les faveurs de la populace romaine et à satisfaire ses propres sensibilités basses, il conçut pour Sporus un plan qui représentait un nouveau sommet d'humiliation publique. Il n'allait pas cacher Sporus ou le traiter comme un consort. Il allait le jeter sous les projecteurs les plus durs et les plus impitoyables imaginables. L'empereur décréta que la fameuse Sabina, la poupée vivante de Néron, ferait une dernière apparition publique. Il serait le personnage principal d'une grande production théâtrale lors des prochains Jeux de gladiateurs, un spectacle monstrueux conçu pour ravir la foule par sa cruauté. Sa souffrance privée devait être réutilisée, emballée et vendue comme un divertissement public, sa longue humiliation devant culminer dans une dernière performance dégradante pour les masses ricaneuses. Son destin n'était plus entre les mains d'un homme qui voulait le posséder, mais entre les mains d'un homme qui voulait le détruire pour le plaisir. Le plan conçu par l'esprit brutal de Vitellius
était un chef-d'œuvre de cruauté calculée, une innovation dans la dégradation qui surpassait même les perversions imaginatives de Néron. Sporus ne devait pas être simplement tué ou éliminé. Il devait être consumé par l'appétit insatiable de la reine romaine dans un spectacle d'humiliation sans précédent. Il devait être la star involontaire d'une « mascarade fatale », une forme de divertissement populaire et macabre où les condamnés de l'Empire étaient forcés de rejouer des scènes de la mythologie. Dans ces pièces ignobles, les mythes devenaient réels. Les épées de théâtre étaient aiguisées, les bêtes mythiques étaient des lions affamés, et les morts tragiques des personnages étaient jouées avec une authenticité létale pour l'approbation rugissante de la foule. Le mythe spécifique choisi pour Sporus fut un coup de génie en matière de torture psychologique, une dernière moquerie publique de toute son existence. Il devait jouer le rôle de Perséphone, la belle jeune fille de la légende grecque qui fut enlevée par le sombre dieu Pluton et entraînée dans le monde souterrain pour devenir sa reine malgré elle. Les parallèles horrifiants avec la propre vie de Sporus étaient impossibles à manquer et sans aucun doute la source du plaisir cruel de Vitellius. Comme Perséphone, Sporus était une figure de beauté tragique, violemment arrachée à son monde par un dirigeant puissant. Comme Perséphone, il avait été forcé de devenir le consort d'un roi sombre dans un monde souterrain doré qui lui était propre. Toute sa vie, depuis le moment où le regard de Néron s'était posé sur lui pour la première fois, avait été une reconstitution au ralenti de ce même mythe. Maintenant, Vitellius décrétait que cette tragédie privée aurait une grande finale publique. Sporus serait habillé en jeune fille, et sous les yeux de milliers de citoyens hurlants, il serait publiquement et violemment enlevé sur le sable de l'arène par un acteur jouant Pluton, l'histoire de sa vie tordue en une parodie écrasante, culminant dans un viol public et une mort brutale, tout cela pour le divertissement des masses. Son traumatisme devait devenir son scénario, sa dégradation l'intrigue, et ses derniers moments d'agonie le grand climax du spectacle. En apprenant toute l'étendue monstrueuse de ce que Vitellius avait prévu pour lui, une clarté profonde et terrifiante s'empara de Sporus. Il avait enduré l'insupportable. Il avait survécu à la lame qui lui avait volé sa virilité, à l'effacement psychologique qui lui avait volé son nom et à l'étreinte suffocante de la folie d'un empereur. Il était passé de main en main comme un butin de guerre, un trophée vivant dont la seule valeur résidait dans le fantôme qu'il était forcé d'incarner. À travers tout cela, il avait été passif, un objet beau et tragique entièrement défini par les désirs et les cruautés des autres. Mais cette horreur finale, ce plan de voir le traumatisme de sa vie reconditionné en un spectacle sanglant et lubrique pour la populace, était une dégradation d'un autre ordre. C'était une violation si absolue qu'elle transperça les années de soumission apprises et éveilla une dernière étincelle de défi de la personne qu'il avait été autrefois. Être traîné dans l'arène, voir ses blessures les plus profondes rejouées publiquement, et être violé et tué pour le divertissement d'une foule ricaneuse n'était pas un sort qu'il subirait. La peur d'une simple mort n'était rien comparé à l'horreur anéantissante de devenir une blague publique dans ses derniers instants. Face à cette humiliation suprême, Sporus, pour la première fois depuis qu'il était un garçon, fit un choix qui était entièrement le sien. Il trouva une lame, non pas avec l'indécision tremblante de son ancien maître, Néron, mais avec une résolution calme et solennelle. Il n'y eut pas de pleurs, pas de lamentation pour l'artiste qui se perdait. Il n'y eut que la détermination silencieuse et sinistre d'un homme récupérant son dernier lambeau de dignité. Il ne serait pas la Perséphone de Vitellius. Il ne serait pas le divertissement de la foule. Il ne permettrait pas que sa souffrance devienne leur sport. Dans un dernier acte de défi solitaire, il s'ôta la vie, choisissant la finalité silencieuse d'une mort selon ses propres termes plutôt que la profanation publique et hurlante qui l'attendait. Le garçon qui fut forcé de vivre en reine mourut en homme, saisissant le seul pouvoir qui lui restait et refusant à son dernier tortionnaire la satisfaction du spectacle ultime. L'histoire de Sporus n'occupe pas un grand chapitre dans les annales de l'histoire romaine. C'est une note de bas de page, un aparté bref et sordide dans les biographies des hommes puissants qui l'ont possédé. Pourtant, c'est dans ces notes de bas de page silencieuses et brutales de la tyrannie que la véritable nature du pouvoir absolu est révélée de la manière la plus intime et la plus horrible. Sa vie est un témoignage parfait et tragique de la conséquence ultime d'une autorité sans contrôle, la déshumanisation complète et systématique d'un autre être humain. Il fut méthodiquement dépouillé de chaque pilier de son identité, son nom, son genre, son libre arbitre et finalement sa propre histoire. Il devint un objet vivant, un réceptacle pour un fantôme, un trophée de guerre et finalement un accessoire pour un spectacle, son humanité secondaire à la signification symbolique que lui imposaient ses maîtres.
Sa tragédie démontre avec une clarté glaciale comment la folie privée d'un tyran ne peut jamais rester contenue. Le chagrin personnel et pathologique de Néron pour la mort d'une femme ne fut pas une affaire privée. Ce fut une force corruptrice qui se déversa sur le monde, menant à la création publique d'un monstre et à l'anéantissement du garçon qui fut sacrifié pour la construire. L'histoire de Sporus est l'illustration ultime du pouvoir le plus terrifiant d'un tyran, qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer, mais le pouvoir d'effacer. C'est le pouvoir de réécrire la réalité d'une personne, de lui dire qui et ce qu'elle est, et d'imposer cette fiction avec toute la machinerie de l'État. L'acte final, et défiant d'autodestruction de Sporus, fut la seule façon pour lui de reprendre la plume et d'écrire sa propre fin. Et ainsi, sa brève et torturée existence demeure un post-scriptum, obsédant à l'âge des monstres, un rappel permanent que pour chaque tyran dont le nom gronde à travers l'histoire, il existe d'innombrables notes de bas de page silencieuses, les vies effacées et les identités volées de ceux qui eurent le malheur d'être pris dans leur ombre.